Raphaël Liogier, bonjour. Bonjour. La laïcité en France, 110 ans de réflexion, 3e épisode. Laïcité et laïcisme. C'est quoi la différence d'ailleurs ? Si vous voulez, comme la dernière fois on a parlé de la laïcité fondamentale, au sens des fondements de la laïcité, on pourrait dire que le laïcisme, ça serait le fondamentalisme de la laïcité. Et comme tout fondamentalisme, en général, c'est un dévoiement des principes originaux sous prétexte d'y retourner, sous prétexte d'une forme de fidélité qui devient une fidélité, comment pourrait-on dire, sectaire, si vous voulez. C'est ça le laïcisme, à la base. Alors, s'il fallait parler de ce courant, il naît tout de suite après la loi de 1905 ? Non, il ne naît pas tout de suite après la loi de 1905, il est déjà omniprésent. Il participe déjà, après 1789, d'un courant qui existe déjà, c'est un courant rationaliste, et même un courant encore plus spécifique à la France qu'on a appelé le positivisme. Et d'ailleurs, on avait un philosophe français, qui est supposé être le père de ce qu'il appelle la physique sociale, c'est Auguste Comte qui parlait du catéchisme positiviste. Déjà, il voulait faire de la science une véritable religion. Et donc, la laïcité se saisit de cette ambiance, de cette fascination pour une science et une rationalité qui est supposée tout connaître. Mais ce faisant, le positivisme, et donc on pourrait dire ce positivisme laïque, cette espèce de fondamentalisme laïque, trahit le principe originaux dont on a parlé durant la première émission, de la philosophie même originale et originelle de la laïcité. On avait parlé d'Emmanuel Kant. Parce que on pourrait dire que le positivisme, c'est le glissement je reprends une petite phrase de Kant qui est très intéressante, où il nous dit, par rapport à la science, il n'y a de science que des phénomènes. Or, phénomène, ça veut dire ce qui apparaît. C'est juste ce qui apparaît. Et pour Kant, d'un côté, il n'y a de science que des phénomènes, mais d'un autre côté, on est obligé de postuler qu'il existe du divin, qu'il existe ce que Kant appelle un objet suprasensible, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas donné à mes sens, mais qui justifie une position morale, c'est-à-dire qui justifie justement qu'il existe en face de moi un sujet digne d'être un sujet qui ne peut pas être réduit à un simple phénomène analysable. Il est autre chose, si vous voulez, que la somme de ses organes. Tout être humain est autre chose. Donc la science ne peut pas nous dire ce que nous sommes, ne peut pas nous dire l'être des individus, mais ne peut pas dire non plus l'être du monde, que ce soit Dieu ou autre chose. Donc c'est ça l'idée fondamentale. L'idée, c'est que on ne peut pas dire ce qu'est cet absolu dans l'esprit de la modernité. On ne peut pas dire ce qu'est l'être de l'individu qui est en face de moi. En revanche, on est entièrement libre scientifiquement, de faire des choix qui sont des choix spirituels, qui ne sont pas démontrables, mais qu'on a le droit d'avoir. Et à côté de ça, on est entièrement libre aussi de chercher tout ce qu'on veut, d'ouvrir des corps humains, contrairement au Moyen-Âge où on ne pouvait pas disséquer, on ne pouvait pas ouvrir des corps humains de peur d'y trouver l'âme, c'était un sacrilège. On peut faire ce qu'on veut puisque ça sera toujours des phénomènes. Ça ne sera jamais la vérité absolue. Alors, ce que font les positivistes, ils font une sorte de bifurcation qui a l'air d'être dans le sens du XVIIIe siècle, qui a l'air même de radicaliser le XVIIIe siècle, alors qu'en réalité, ils en sortent et ils le trahissent. Ça, c'est très important. Parce qu'ils vont prendre la phrase « il n'y a de science que des phénomènes » pour dire « il n'y a que des phénomènes ». Et si on dit « il n'y a que des phénomènes », ça veut dire que derrière ce qui apparaît, donc les phénomènes, les objets, il n'y a rien d'autre. L'homme étant un objet. Et donc il n'a pas de raison de considérer même que c'est un sujet. Et à la fin, on peut se demander même s'il y a des raisons de considérer qu'il a son mot à dire, finalement. Puisque tout est supposé être objectif. Et donc ce faisant, il y a la construction de ce qu'on pourrait appeler une religion de la science, une religion de la rationalité, une religion qui est contradictoire, finalement, à un certain niveau. Oui, mais ça, c'est avec le recul. Mais à l'époque, c'est une démarche progressiste, peut-être, je suppose, face à une Église qui est toujours présente, même si des lois empêchent que l'Église ait son mot à dire dans les affaires publiques, ou du moins d'une manière officielle. Alors, il y a deux aspects. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a un laïcisme social et politique, et d'un autre côté, il y a un laïcisme plus intellectuel, positiviste, philosophique. Celui
dont je viens de parler essentiellement, parce que c'est celui qui nourrit l'autre, c'est le laïcisme philosophique, qui se fonde sur des prises de position rationalistes, athées, voire anti-religieuse du point de vue intellectuel, qui veut faire l'apologie de la science et qui aboutit, moi, à ce que j'appelle le fétichisme du fait. Puisqu'on dit ce n'est plus le phénomène qui est important dans le positivisme, puisque le phénomène est tout, donc c'est le fait. Ce sont des faits. Comme si la réalité qui est autour de nous, c'était une réalité qui s'imposait. La science, un jour, nous dira la vérité absolue. Et donc, nous guidera. Hein. Bon. Et puis, il y a l'autre. Il y a le laïcisme de combat. Le laïcisme social, qui, lui, s'exprime parce que un certain nombre de gens estiment qu'on n'est pas encore arrivé à un véritable équilibre et justement à une véritable neutralité. C'est-à-dire qu'en gros, l'Église catholique a encore du pouvoir. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça va être donc un laïcisme qui va combattre toute trace de religion, de religiosité dans l'éducation. Hein, dans l'éducation, vraiment, et qui va combattre aussi le lien qui existe encore aujourd'hui, particulier avec les écoles privées religieuses, qui sont dans leur écrasante majorité, encore jusqu'à aujourd'hui, catholiques. En disant pourquoi est-ce que ces écoles seraient indirectement financées par l'État, puisque l'éducation, c'est, comme disait quelqu'un comme Renouvier, par exemple, philosophe bien connu, que la République dispose d'une sorte de pouvoir spirituel pour transmettre les valeurs. D'où l'importance, la quasi même obsession des laïcistes sur l'éducation. C'est pour ça, en France, je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays en Europe où il y ait une telle focalisation sur l'éducation, parce que c'est le lieu où se transmettent les valeurs laïques. Donc il y a une sorte de guerre entre ceux qui sont pour une laïcité au sens de 1905 et de la neutralité, c'est-à-dire plutôt libérale, et ceux qui glissent vers le laïcisme parce qu'ils estiment qu'il faut qu'on mette le curseur, que le curseur n'est pas encore le curseur n'est pas encore vers une véritable neutralité et qu'on ne peut y arriver que par le combat, et que ça doit être l'anti-religion en quelque sorte. Ouais, mais ce qui était valable hier pour l'Église catholique, aujourd'hui résonne dans l'actualité pour l'islam, par exemple, l'islam en France. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que l'islam serait favorisé dans les écoles? Non, mais qu'il y ait un débat et des combats à l'école, c'est pour ce nouveau phénomène, cette nouvelle religion française, si j'ose dire ça comme ça. Tout à fait, mais je vais vous dire même sans parce que l'islam, on peut parler de l'islam, on en a tellement parlé, mais regardons, ne serait-ce que le phénomène des sectes. Le phénomène des sectes qui apparaît au début des années 80, puis avec un premier rapport en 1984, qui est le rapport Vivien, rapport parlementaire, qui fait une liste des sectes. Quand on fait l'analyse des raisons pour lesquelles on considère comme secte tel ou tel mouvement religieux, en dehors de son côté nocif, supposé pour l'ordre social, l'ordre public, ils ont tous un point commun. C'est que est considéré comme secte en France, alors que ça va être différent, les critères ailleurs, un mouvement qui a pour objet aussi la transmission des valeurs par l'éducation. Je vous donne un exemple. Le seul mouvement bouddhiste, quasiment un des seuls mouvements, à ma connaissance, le seul mouvement bouddhiste considéré comme secte dans les différents rapports parlementaires qui commencent aux alentours de début des années 80, le premier 84, comme je vous le disais, c'est la Soka Gakkai. Et Soka, qui s'appelait au départ Soka Gyaku Gakkai, qui veut dire Société pour la création de valeurs dans l'éducation. C'est le mouvement bouddhiste le plus obsédé par l'éducation. Et c'est lui qui va être considéré comme une secte. Alors il y a d'autres raisons, bien sûr, parce qu'on peut discuter. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'un mouvement religieux minoritaire a, dans son idéologie officielle ou essaye de financer des écoles, il est considéré comme une secte. Alors que au Royaume-Uni ou alors même aux États-Unis, tout mouvement religieux normal finance des écoles, parce que la transmission des valeurs n'est pas le monopole d'une république, d'un État. Mais je suppose qu'ils transmettent pas les mêmes valeurs. Justement, c'est ce que je veux dire, ça c'est la différence. Ouais. Moi je suis partisan de la laïcité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres modes de sécularisation, par exemple comme aux États-Unis, où la transmission de valeurs ne se fait pas
par l'État, par la République. Il n'y a pas une République qui a vocation à transmettre les valeurs. Mais comme en France, historiquement, il y a la République qui a vocation à transmettre les valeurs, il y a une focalisation très forte sur l'éducation, donc l'éducation nationale, qui est le ministère par excellence, un ministère qui est stratégique à multiples égards. Et cette laïcité comme nouvelle religion qui va s'installer, ce laïcisme, est-ce que pour vous, Raphaël Liogier devient tout de suite anti-religieuse? Ah ben cela, non, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une lutte. Il y a des gens qui vont glisser vers la Troisième République, par exemple, et même sous la Quatrième République, vers l'anti-religion, et puis d'autres qui n'iront pas dans ce sens. Et cette lutte, elle continue. Je vous ai parlé dans les années 80-90. Aujourd'hui, elle a été absorbée par autre chose. Elle a été absorbée justement par le rapport à l'islam, qui a changé la donne finalement. Mais cette lutte, elle est classique. Depuis la fin du 19e siècle, on la retrouve encore, moi, dans ce que j'ai appelé l'opposition dans la gouvernance laïque par rapport aux sectes, dans la politique anti-secte, entre Matignon et ce que j'appelle les ministères de terrain. Parce que quand on veut savoir ce qu'est une secte, ou qu'on veut toucher une secte, savoir où sont les sectes, ça concerne différents ministères. Ça peut concerner le ministère de l'Agriculture même, parce qu'il y a des sectes qui sont obsédées par le bio, par une certaine forme de végétarisme. Ça peut concerner le ministère de l'Intérieur, parce que ça peut poser des problèmes de sécurité, parce qu'il y a des gens qui peuvent être manipulés, puis qui peuvent être agressés, même physiquement et psychiquement bien sûr. Et puis l'éducation nationale, parce qu'il peut y avoir du prosélytisme dans l'enseignement, donc dans la santé, parce qu'il y a des gens, les témoins de Jéhovah, on les a longtemps accusés de refuser la transfusion sanguine. Hein. Donc ça veut dire que ça concerne une multitude de ministères de terrain, avec des gens qui sont sur le terrain, qui regardent, qui sont des gens qui sont mandatés par le ministère. Et on a le Matignon. Matignon, c'est là où il y a la Mivilude, la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à Matignon, ils sont plus éloignés du terrain, mais eux, ils sont pour une laïcité extrêmement dure, traditionnellement. D'ailleurs, à un moment donné, ils sont allés tellement loin dans l'anti-religion, l'anti-mouvement religieux, c'était la MILS, au départ, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qu'ils ont été accusés d'en faire trop, c'est pour ça qu'ils ont transformé mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, en disant oh, d'accord, on admet toutes les sectes, c'est-à-dire tous les mouvements religieux minoritaires, finalement, ne sont pas forcément dangereux, pour l'ordre public. Mais traditionnellement, Matignon, c'est ça. Et puis en face, on a des ministères de terrain, par exemple même le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, le phénomène est pas si grave que ça, pas si important que ça. Il faut plus cibler, il faut limiter les grandes déclarations idéologiques sur le danger général des sectes tentaculaires internationales. Par contre, il faut agir de façon plus spécifique. Hein. Alors qu'à Matignon, ce qu'on veut, c'est légiférer, faire une sorte de geste idéologique. Et une geste idéologique qui correspond à cette idée de positivisme, de rationalisme, donc quelque part de religion laïque. Alors, on parlera justement de tout ça demain avec les années 2000 et donc l'entrée en scène de l'islam dans la vie sociale et politique française. Merci beaucoup, Raphaël Liogier, et à demain. Merci.